Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Gabon 24, Écho de l'écho, grand format, on parle de climat, mais pas que. On va également faire le lien avec l'économie. Bien qu'elle abrite 17% de la population mondiale, l'Afrique ne produit que 3% des gaz à effet de serre. Cependant, elle subit les conséquences du réchauffement climatique, des conséquences d'ordre socio-économique. Et aujourd'hui, on va parler avec un expert de la Banque africaine de développement, M. Al-Hamdou Doursama. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Vous êtes directeur pour le changement climatique et la croissance verte à la BAD. Oui. La première question que nous on a envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'une banque se retrouve à être intéressée par des questions climatiques? C'est une question très intéressante dans la mesure où nous sommes d'abord une banque de développement, comme notre nom l'indique. Nous investissons dans les secteurs de développement et il se trouve que tous les secteurs dans lesquels nous investissons sont très vulnérables face aux impacts négatifs du changement climatique. À commencer par le secteur des infrastructures. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à investir dans des routes qui peuvent être balayées par l'effet d'un ouragan, d'une inondation. Il est très important pour nous de nous assurer que les ressources que nous déployons pour les infrastructures soient allouées vers des infrastructures qui soient résilientes face au climat. La même chose s'applique à des secteurs comme l'énergie. Nous savons que le continent dispose d'un potentiel en énergie renouvelable très important. Malheureusement, notre mix énergétique dépend encore des énergies fossiles, alors que nous savons tous que ce sont des énergies qui ne sont pas durables et qui sont appelées à disparaître bientôt. Donc la banque, sur la base de ce constat, a tiré la conclusion qu'il est important pour nous d'intégrer le facteur climatique dans nos investissements et de nous assurer également que nos investissements puissent contribuer aux efforts globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un exemple simple, nous sommes en train d'aider les pays à remplacer leurs centrales thermiques qui sont très polluantes par des centrales à base des énergies renouvelables, ce qui les aiderait à atteindre leurs objectifs climat dans le cadre de leurs plans nationaux sur le climat dans le cadre de l'accord de Paris. Et ça nous permet, nous également, de verdir, entre guillemets, nos investissements sur le continent. Donc, ce n'est pas que le climat, mais c'est de l'économie verte, de l'économie qui tient compte des facteurs climatiques. Vous faites très bien de nous souligner cette initiative parce qu'on sait que la Banque africaine de développement s'est montrée des plus actives sur le continent en termes de lutte contre le changement climatique. Tenez par exemple, en 2009, le groupe a élaboré sa stratégie de gestion du risque climatique et d'adaptation au changement. Bilan à ce jour, de 2009 à maintenant. Bilan très très satisfaisant. En 2009, c'était notre première stratégie sur le climat et c'était focalisé essentiellement sur la réduction des risques climatiques. Pourquoi? Parce que nous avons fait une étude en ce moment-là et nous avons conclu que la plupart de nos investissements dans le continent en ce moment étaient à risque d'être affectés par les changements climatiques. Donc, pour des raisons de bon sens au sein même de la banque, il est important pour nous de trouver des solutions pour éviter un désastre. De sorte que les pays, par exemple, qui ont emprunté de l'argent pour financer les infrastructures, ne se retrouvent pas dans une situation de défaut de paiement à cause des facteurs climatiques. Donc c'est pour ça que nous avons adopté cette stratégie qui nous a permis d'atteindre des résultats très très satisfaisants. Par exemple, entre 2011 et 2015, nous avons été en mesure de mobiliser 12 milliards de dollars pour investir dans l'action climatique et pour investir dans des projets, dans environ 250 projets qui contribuent à l'action climatique à l'Afrique. Une telle mobilisation, c'est énorme. Cet argent, qui vous le donne? Il sort d'où? Bon, ça vient d'abord de nos ressources intérieures. La banque, vous le savez, est un acteur important sur le marché financier. Nous levons des fonds sur le marché financier. Nous avons également des fonds qui nous permettent d'investir dans les projets. Par exemple, le Fonds africain de développement qui se renouvelle chaque 3 ans. Et à chaque renouvellement, nous demandons plus de ressources
pour faire face au changement climatique. D'ailleurs, au moment où je vous parle, dans le cadre du Fonds africain de développement, nous sommes dans le cadre du 16e renouvellement des ressources de ce fonds. Nous proposons la mise en place d'un fonds dédié à l'action climatique en Afrique, parce que ce fonds existe déjà depuis 50 ans. Il investit essentiellement dans le développement et nous trouvons qu'il est temps que le fonds oriente également un certain nombre de ses efforts vers l'action climatique. Et nous proposons un instrument financier de 13 milliards de dollars pour faire face à l'action climatique dans les pays les plus fragiles et les plus vulnérables face au changement climatique en Afrique. À quel moment le groupe s'est-il dit c'est maintenant qu'on doit agir contre le changement climatique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur d'une telle prise de conscience? L'élément déclencheur, comme je vous l'ai dit, c'était cette évaluation qu'on a faite et qui nous a permis de conclure que nos propres investissements étaient à risque des changements climatiques. Auparavant, comme toute autre institution, comme toute autre personne, nous savions qu'il y avait des alertes que les scientifiques ont lancées, mais il n'y avait pas d'action qui a suivi ces alertes. Mais nous, cette étude a attiré notre attention et lorsque nous avons adopté notre stratégie que vous avez citée tout à l'heure, nous avons trouvé qu'il est important de passer à une autre échelle. Donc c'est pour ça que de cette stratégie-là, nous avons décliné cela en un plan d'action de 5 ans. Et depuis lors, nous sommes chaque année sur un plan d'action de 5 ans de plus en plus ambitieux. Nous sommes en train, en ce moment-là, de mettre en œuvre un nouveau plan d'action sur la période 2021-2025 qui vise à mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2025, donc sur 5 ans. Comparé aux 12 milliards que nous avons mobilisés et dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes maintenant en train de passer à une autre échelle. C'est pour vous dire également l'ampleur du phénomène, parce que les besoins des pays en action climatique sont très importants, très énormes, et les fonds globaux qui existent aujourd'hui ne sont pas en mesure de satisfaire ces besoins. À titre d'exemple, en 2020, l'ensemble des fonds climatiques globaux qui a été mobilisé remonte à 632 milliards de dollars. Sur les 632 milliards de dollars, l'Afrique n'a reçu que 20 milliards. Pourquoi? 20 milliards. Pourquoi recevoir Tout que 20 simplement milliards parce alors que qu'on a des gouvernements, on a des institutions telles que les vôtres déjà qui donnent cet argent et pourquoi il n'y a pas un suivi dans la restitution de ces fonds? Et il faut peut-être des institutions comme les nôtres, peut-être 10-15 institutions similaires pour faire ce travail. Et nous, c'est vrai que j'ai parlé de 20 milliards et dans ces 20 milliards, certainement, nous jouons un rôle très important. Il faut que les autres institutions fassent pareil. Et il faut également que nous mobilisions les ressources privées parce qu'aujourd'hui, la plupart des ressources climatiques mobilisées par l'Afrique proviennent des sources publiques qui sont en train de se tarir et l'investissement privé tarde à venir. Pourquoi? Parce que, vous savez, le secteur privé intervient quand il y a un environnement favorable, notamment un environnement d'investissement, des politiques qui soient favorables à l'investissement privé. Il se trouve malheureusement que l'Afrique a cette perception de risque qui est élevée. Et nous sommes dans l'obligation de créer cet environnement pour attirer l'investissement privé. Et aussi les gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mobilisation se passe par les institutions gouvernementales. Or, ces institutions en Afrique sont très faibles, disposent de très peu de capacités pour être accréditées auprès de ces fonds climat et mobiliser les ressources. Et un autre facteur important que je voudrais citer, c'est le fait que ces fonds sont aussi complexes. Ces fonds logés souvent à l'extérieur de l'Afrique, préparés, conçus sur des critères qui n'ont pas tenu compte des besoins. Qui n'ont rien à voir avec les réalités. Les réalités, les besoins spécifiques du continent font que l'Afrique aujourd'hui traîne en arrière en termes de mobilisation et d'accès de ces fonds climatiques. Alors des institutions comme la vôtre prennent des engagements. Par exemple, on sait que la BAD avait décidé lors de la COP26 de lancer son cadre pour le changement climatique et la croissance verte. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, c'est comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de passer d'ambition en ambition. Oui, effectivement. Donc le nouveau cadre est très ambitieux par rapport au cadre que nous avions avant. Et est-ce que les résultats suivent? Et comment vous les évaluez? Les résultats suivent. Nous avons un cadre de mesure de résultats qui nous permet de mesurer nos investissements d'année en année, même trimestre par trimestre, surtout quand il s'agit de la finance climat. Nous avons, avec les autres banques multilatérales de développement, convenu des méthodologies conjointes transparentes que nous appliquons toutes au même moment, au même niveau, et à la fin, chacun de nous produit son rapport sur la base de ces principes et méthodologies communs. Et donc aujourd'hui, pour ce cadre-là, pour le changement climatique et la croissance verte, on en est où? Nous l'avons fait adopter l'année dernière en octobre. Nous l'avons lancé à la COP26 en novembre. Là, nous avons commencé la mise en œuvre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons
Par exemple, parce que ce cadre comprend 3 instruments importants. Une politique climatique. D'ailleurs, nous sommes la première banque multilatérale de développement à disposer d'une politique climatique qui fixe des règles et des principes. Et une stratégie sur le long terme, sur 10 ans. Une stratégie climat de 2021 à 2030. Et adossé à cette stratégie un plan d'action sur 5 ans, de 2021 à 2025. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que beaucoup d'instruments sont en train d'être mis en place dans le cadre de cette nouvelle politique et de cette nouvelle stratégie. Je m'en vais citer que 2. Nous avons lancé par exemple le programme pour l'accélération de l'action climatique en Afrique, en anglais Triple EPI, qui vise à mobiliser 25 milliards de dollars rien que pour l'adaptation. Vous savez, quand on parle de l'action climatique, il y a l'atténuation, réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également l'adaptation qui permet de faire face aux impacts négatifs. Et ces 25 milliards, dans le cadre de ce programme que nous mettons conjointement en œuvre avec le Centre mondial sur l'adaptation, vise à mobiliser 25 milliards d'ici 2025 pour l'action sur l'adaptation. Et un autre instrument important, c'est l'instrument financier dans le cadre du Fonds africain de développement qui vise à mobiliser 13 milliards de dollars rien que pour les pays les plus vulnérables et les plus pauvres. Et dans le cadre de l'atténuation, nous avons lancé un programme ambitieux qu'on appelle Desert to Power, c'est-à-dire comment tirer profit de l'ensoleillement en Afrique pour créer peut-être la zone solaire la plus grande au monde en Afrique, et particulièrement dans le Sahel. Vous savez, c'est la zone la plus ensoleillée du continent et nous savons que c'est un potentiel qu'il faut exploiter pour fournir de l'énergie à environ 250 millions d'Africains dans cette région. Ça fait beaucoup de projets, ça fait beaucoup de milliards. Derrière, l'objectif est quand même de faire des gains. C'est quoi l'intérêt de la BAD à élaborer tous ces projets, quoique qu'il faut les saluer, hein, c'est pour sauver le continent africain, les populations africaines assez vulnérables face au réchauffement climatique. Mais derrière, il y a un intérêt économique. Comment on fait pour allier protection de l'environnement et productivité? Et vous savez, nous sommes une banque, d'accord, mais nous ne sommes pas une banque comme toute autre banque, parce que nous sommes une banque de développement, avec un mandat. Cette banque a été créée par les pays africains eux-mêmes, dans les années 60, pour servir leurs priorités de développement, pour les aider à se développer. Donc nous nous allions parfaitement avec les priorités des pays qui ont constitué cette banque. Et donc, nous, ce n'est pas le profit qui guide nos efforts, mais c'est plutôt les besoins, les priorités des pays qui nous ont mis en place, c'est-à-dire les actionnaires de cette banque qui sont en majorité les pays africains. Donc, les pays africains ont souscrit aux objectifs climat dans le cadre de l'accord de Paris. Les pays africains ont souscrit aux objectifs de développement durable dans le cadre du cadre mondial des Nations Unies sur le développement durable. Et nous les accompagnons dans ce processus. Effectivement, quand vous faites des projets, ça rapporte des revenus. Surtout, il y a des projets qui rapportent des revenus. C'est bénéfique aussi bien pour les pays bénéficiaires, mais également pour la banque. Parce que, par exemple, quand les projets arrivent à terme, il y a des ressources qui sont générées, des bénéfices qui sont générés, et ces bénéfices sont distribués selon des principes qui sont établis. Donc, les pays, la banque, tous les partenaires qui sont impliqués dans ces projets tirent également leurs bénéfices. Et comme je l'ai dit, nous sommes une banque, nous allons sur les marchés financiers, nous levons des fonds à des taux d'intérêt très favorables et nous les mettons à la disposition des pays également à des taux très favorables quand les pays veulent emprunter de l'argent. Nous avons également des fonds qui sont fournis sous forme de dons aux pays sans aucun besoin qu'ils remboursent pour leur permettre justement de renforcer leur cadre et leur politique pour la mise en œuvre de l'action climatique. Monsieur le directeur pour le changement climatique et la croissance verte, vos chiffres, disons les chiffres de la BAD sont explicites. Tenez, le changement climatique a impacté le PIB du continent, d'après ce que vous nous dites, en l'amputant de 5 à 15% à cause du changement climatique. Et vous dites qu'entre 2016 et 2019, les pays africains dans leur ensemble n'ont capté que 18,3 milliards de dollars de financement climatique, soit un déficit de finances climatiques qui pourrait atteindre 127,2 milliards de dollars. Comment on fait pour rattraper le coup? Le déficit est énorme, il faut le reconnaître. Les enjeux sont également énormes. Les ressources qui sont disponibles aujourd'hui sont insuffisantes face à ces besoins. Et le rapport que vous avez cité a vraiment fait le point sur la question et a établi, et je vais plus loin, le rapport a établi que aujourd'hui, chaque année, depuis 2020, l'Afrique perd entre 7 et 15 milliards de dollars par an à cause du changement climatique. Déjà. Et cette perte va croissante.
d'ici 2030, ce ne sera pas 7 ou 15 milliards, ce sera 50 milliards qu'on va perdre si rien n'est fait. Et les besoins sont estimés sur la base des plans nationaux des pays dans le cadre de l'accord de Paris. C'est également sur la base de nos investissements dans ces pays. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est important de passer à une autre échelle. Investir dans des projets transformationnels qui peuvent aider à rattraper le gap que vous avez mentionné. Et nous sommes conscients qu'à seul, la BAD ne peut pas atteindre cet objectif. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que nous venons dans des événements comme la Semaine africaine sur le climat, nous appelons à des partenariats de tous ordres pour que nous mutualisions nos efforts pour aider les pays à ne pas tomber. Parce qu'aujourd'hui, un désastre climatique qui a lieu sur le continent a des effets énormes. À titre d'exemple, quand il y avait les ouragans Aïda et Kenneth qui ont frappé en 2019, 3 pays africains, Mozambique, Malawi et Zimbabwe, au même moment, un ouragan pareil a frappé une partie de l'Inde. Mais en Inde, le pays dispose d'un système d'alerte précoce qui a permis d'envoyer des alertes aux populations pour les relocaliser dans des endroits plus adéquats et éviter les pertes en vies humaines. Or, au même moment, dans les 3 pays africains que j'ai cités, on a perdu entre 800 et 1000 personnes. Parce que les personnes ne savaient pas qu'il y avait un ouragan qui venait. Et c'était des infrastructures routières, des infrastructures d'approvisionnement en eau, etc., de l'ordre de 2 milliards de dollars qui ont été également endommagés. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique est vraiment à la croisée des chemins. Et il est important pour nous que les solutions soient trouvées, pas seulement des solutions financières, mais des solutions également technologiques en termes d'alerte précoce et également d'éducation. Parce qu'il faut qu'on sensibilise les gouvernants, les populations sur le besoin de s'assurer que nos pays, nos systèmes deviennent de plus en plus résilients que par le passé. Vous avez bien fait de souligner votre présence à la SAC, c'est-à-dire la Semaine africaine du climat 2022. Quel a été votre plaidoyer? Et est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir dit autre chose que ce que toutes les autres institutions présentes à cette grande rencontre-là et présentées au public? Oui, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de plaidoyers. Nous avons peut-être l'avantage de faire ce plaidoyer différemment par rapport aux autres, parce que c'est des réalités que nous vivons et des réalités auxquelles nous nous confrontons au jour le jour. Et lorsque nous ne le disons pas comme ça, mais nous le disons avec des faits, avec des chiffres, avec des évidences, telles que les différents rapports que nous produisons régulièrement sur la question. Donc aujourd'hui, le plaidoyer que nous faisons en particulier, c'est qu'il est important aujourd'hui de reconnaître les besoins spécifiques de l'Afrique face au changement climatique. On ne peut pas traiter l'Afrique comme l'Asie, ou bien comme l'Europe, ou bien comme les États-Unis. Sans tenir compte de ces réalités. Exactement. Les réalités, par exemple. Aujourd'hui, non seulement c'est le continent le plus vulnérable, il est vulnérable parce que on est sous-développé, il faut le dire la chose telle qu'elle est. Et quand on est sous-développé, on n'a pas les capacités pour résister face aux catastrophes. Et lorsque les catastrophes arrivent, les mêmes catastrophes, à l'exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Inde et les 3 pays africains, on ne subit pas l'impact de la même façon. Donc on devient très vulnérable. Deuxièmement, nous sommes la région qui reçoit le moins de ressources climat. Les autres régions les moins vulnérables reçoivent plus. Pourquoi? Ça, c'est une injustice climatique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, un exemple, les mécanismes qui ont été mis en place sont orientés essentiellement dans ces régions. Ces mécanismes surtout appuyés par le secteur privé. Parce que le secteur privé veut aller là où il peut trouver des gains, des bénéfices très rapides. Or, l'Afrique aujourd'hui, nous avons encore cette perception de risque élevé qui fait que le privé a du mal à investir sur le continent. J'en ai parlé, je crois que c'est une lacune qu'il faut corriger. Et ça revient au gouvernement de créer cet environnement favorable. Deuxièmement, nos institutions doivent être plus solides, plus fortes pour capter les ressources financières qui existent. Aujourd'hui, nous, on sait que ce n'est pas un problème de manque de ressources. C'est un problème de concevoir des instruments adéquats pour rencontrer les objectifs visés par ces ressources qui sont disponibles. Quels sont les projets bancables que nous mettons sur la table pour attirer ces ressources-là? Et c'est à ce niveau que le bas blesse aujourd'hui sur le continent. C'est quand même assez contradictoire de dire, et même ça, les institutions qui n'ont rien à voir avec le continent le reconnaissent. L'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde. On a des ressources naturelles incroyables, des ressources humaines incroyables.
Et là, vous venez de dire qu'on est sous-développé. Comment on justifie cela, vous, en tant que membre de la BAD? Ce n'est qu'une triste réalité. Hein. L'Afrique est potentiellement riche. La richesse dont vous parlez, elle est là, mais elle n'est pas exploitable directement. Elle ne bénéficie pas directement aux populations. J'ai parlé par exemple du potentiel en énergie solaire. Aujourd'hui, il faut mobiliser de la technologie pour la rendre bénéfique. C'est vrai que l'Afrique est riche en ensoleillement solaire, mais pour traduire cela en opportunité, il faut une technologie. La technologie, ça peut être des photovoltaïques, etc., pour capter ça et mettre à disposition des gens pour leur fournir de l'électricité. Aujourd'hui, c'est quand même 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Or, ce potentiel est là, mais il n'est pas exploité. Et pour l'exploiter, il faut la technologie, il faut de la ressource financière, et il faut également de la capacité. Donc, ces trois critères-là, tant qu'ils ne sont pas mobilisés, cette richesse potentielle ne sert à rien. Et qui doit mobiliser ces trois critères? Les gouvernements, le secteur public, le secteur privé? Les gouvernements en premier, parce que c'est eux qui sont... Ou alors les bailleurs de fonds? Les bailleurs de fonds ne peuvent pas faire le travail à la place des gouvernements. Et même les banques comme les nôtres, nous les accompagnons, mais c'est eux qui sont sur le driving seat, comme on dit. C'est eux qui conduisent, nous on les accompagne, mais il faut qu'ils disposent des instruments solides pour recevoir ces accompagnements-là. Mais tant que ces instruments dont ils disposent ne sont pas solides, alors tous les efforts que nous pourrions faire ne pourraient pas atteindre les objectifs escomptés. On comprend la détermination de la Banque africaine de développement. Votre institution se dit prête à aider le continent africain à mieux s'armer pour faire face à la menace croissante du réchauffement climatique. Vous comptez sur quels éléments palpables pour relever un tel challenge? Nous comptons sur notre potentiel. Nous savons que nous, c'est vrai qu'on est une banque, donc la finance c'est notre domaine. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Nous avons cette capacité de mobiliser les ressources et les mettre à la disposition des pays. Deuxièmement, nous comptons également sur notre capacité d'engager le dialogue politique avec les pays. Nous dialoguons, nous comprenons également les réalités de nos pays membres. Nous sommes sur le terrain, nous sommes présents dans nos pays membres, nous dialoguons avec eux, nous identifions les besoins avec eux et nous les mettons en œuvre ensemble. Donc ça, c'est un atout important sur lequel nous jouons pour leur fournir la capacité dont ils disposent là où ça manque, nous leur fournir la finance là où ça manque pour financer des projets et en tenant compte également des spécificités de chaque pays. Également, pour les questions de technologie, il y a des partenaires avec lesquels nous travaillons qui peuvent également jouer un rôle important en déployant la technologie. Mais sur cette question en particulier, ce sont aussi les pays qui doivent travailler durement pour faire développer des technologies locales qui peuvent marcher également. Nous savons que ça existe, ça nécessite un peu d'investissement et pour que ça marche, on n'a pas forcément besoin que les technologies soient transférées, comme on a tendance à le dire de nos jours, des pays développés vers les pays africains. Nous avons beaucoup puisé dans votre dernier rapport, celui sur les perspectives économiques en Afrique en 2022, axé sur favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste en Afrique. Quelque chose qui s'annonce comme une préparation pour la COP 27 qui se tiendra en Égypte en novembre 2022, on a l'impression. Oui, ce rapport tombe à point nommé. C'est vrai que nous avons en ligne de mire la COP 27 qui est en train de venir en novembre en Égypte. Et cette COP, comme vous le savez, est intitulée la COP de l'Afrique, parce que c'est chaque 5 ans que la COP est organisée sur un continent. La dernière fois que la COP a eu lieu en Afrique, c'était à Marrakech en 2016. Et nous voulons saisir cette occasion, cette opportunité de la COP africaine qui a lieu en Afrique en 2022 pour faire entendre la voix de l'Afrique sur deux questions clés. La question de la résilience face aux impacts négatifs des changements climatiques et la question de la justice climatique, la juste transition vers la juste transition énergétique. Parce que comme nous sommes d'accord que nous devons passer des systèmes d'énergie fossile qui nous guident aujourd'hui vers des énergies plus durables. Mais cette transition, ça va prendre du temps, ça va prendre des moyens, ça va prendre des ressources. Et cette transition ne peut pas être la même pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie que pour l'Afrique. Puisque chaque continent a ses réalités, chaque pays a ses réalités. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la question de la juste transition énergétique, aider les pays à graduellement assurer cette transition vers des sources d'énergie plus durables. Et ce rapport, justement, met l'accent là-dessus en faisant un plaidoyer fort. Et nous voulons que ce plaidoyer soit entendu à la COP 27 et nous y préparons
pour venir très fort avec nos pays membres pour faire entendre la voix de l'Afrique et surtout les besoins spécifiques du continent. Ce sera la dernière question, la lutte contre le changement climatique en Afrique. Le mode d'emploi de la Banque africaine de développement en quelques mots. Mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi prescrit, hein. Comme je l'ai dit, c'est des réalités qui varient d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Et pour nous, cette flexibilité est importante parce que le même type de projet que vous avez au Gabon pour faire face au climat ne peut pas être copié-collé de la même façon si vous partez au Tchad ou bien en République dominicaine ou en n'importe quel pays. Donc il est important que, et là c'est un mode d'emploi important, tenir compte des réalités locales, tenir compte des réalités de chaque pays quand on conçoit les investissements climatiques. Et ça, nous en savons quelque chose parce que nous le faisons depuis déjà des décennies ici en Afrique. Si lutter contre le changement climatique est un engagement mondial, il faudra tenir compte des réalités de chaque région de la planète. C'est le mot de fin de la Banque africaine de développement. Je rappelle que vous êtes monsieur Al-Hamdou Doursama, vous êtes directeur pour le changement climatique et la croissance verte à la BAD. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.